Bonjour et bienvenue dans cette émission du 23 août 2023 sur cette web TV sur laquelle je vous présente de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, vérifiable, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et libre de mes propos. Aujourd'hui, nous allons aborder le second volet du complexe industriel de la censure, en relevant qu'il y a également, hélas, un certain nombre d'universités et de facultés qui participent à l'opération, dont notamment un binôme épatant à l'université de Fribourg, composé de Pascal Wagner-Egger, celui qui disait qu'il était dangereux d'imaginer que le SARS-CoV-2 ait pu être créé en laboratoire. Bon, ça a été confirmé depuis, mais également son comparse Sébastien Dieguez, qui lui caractérise les complotistes comme des gens qui cherchent à penser par eux-mêmes, comme cet extrait mémorable d'une émission de débat infrarouge nous permet de nous en souvenir. Ce que fait le complotiste, c'est il va faire des recherches par lui-même, il veut penser par lui-même, il veut voir par lui-même. Il veut penser par lui-même, mais comment c'est pour ça, c'est vraiment... Mais vous ne pouvez pas penser par vous-même. Oui, on ne peut pas. Vous ne pouvez pas penser par vous-même. En médecine, c'est difficile. C'est une idée qui a été démolie au moins depuis Kant. Ça n'a pas de sens. Vous avez besoin... Oui, vous ne pouvez pas penser par vous-même. Je pense que cette phrase, il faut la retenir ce soir. En tout cas, elle est dans le temps. Vous ne pouvez pas penser par vous-même. Vous pensez toujours avec d'autres éléments qui viennent de l'extérieur. Donc merci évidemment à Mireille Zaki, immense journaliste, d'avoir quand même remis les pendules à l'heure. Et donc malheureusement, les universités, mais qui sont aussi un désastre ambulant, j'ai retrouvé une citation guère charitable, mais assez de circonstances, qui disait malheureusement que les universités sont aujourd'hui à la pensée ce que la prostitution est à l'amour. Et malheureusement, le paysage universitaire est effectivement très sinistré. On retrouve dans la galaxie du complexe industriel de la censure toutes sortes de think tanks, donc de groupes de pression, mis sur pied par différentes industries et acteurs étatiques ou privés, ainsi que toutes les nouvelles officines de fact-checking, qui sont, rappelons-le, alors je vous réfère à un excellent article de l'Observatoire du journalisme, de la pure foutaise. Ce sont des faux gardiens du temple de la vérité. Le fact-checking, c'est vraiment l'outil le plus pernicieux du journalisme contemporain. Pourquoi ? Parce qu'ils passent leur temps à nier la réalité de choses qui existent, comme par exemple l'agence France-Presse, mais qui est extrêmement problématique dans ses activités, qui par exemple nie le fait que l'OMS soit en train d'imposer un programme d'éducation sexuelle prônant la pédophilie. Alors que c'est exactement ce qui est contenu dans les textes. Alors là, vous voyez, Robert Malone, lui, cite « Les enfants devraient avoir des partenaires sexuels ». Oui, on part de l'idée que les enfants sont sexualisés dès leur naissance et qu'ils peuvent avoir des pulsions érotiques génitales vis-à-vis d'autrui, y compris des adultes, ce qui est une hérésie sur le plan de la psychologie du développement et de la protection de l'intégrité de l'enfant. Donc ce programme existe bel et bien, il est extraordinairement problématique. Beaucoup de pays s'y opposent, heureusement, mais des pays d'autres parties du monde que de l'Europe. Je vous renvoie évidemment aux travaux d'Ariane Biran, philosophe normanienne, docteur en psychopathologie, qui est la meilleure connaisseure de ces questions actuellement dans l'univers francophone, et notamment l'émission qu'elle a faite avec Carl Zero. Mais vous voyez, l'agence France-Presse, comme Conspiracy Watch, comme d'autres acteurs, dit non, c'est pas vrai. Si ça l'est, désolé pour vous, et si vous prétendez faire du fact-checking, c'est juste que vous êtes en train de faire des actions qui sont malhonnêtes et qui trompent la population. Autre composante de la galaxie de l'industrie de la censure, ce sont les organisations non gouvernementales qui évidemment ont bon dos, ce sont très souvent des paravents, ou en tout cas des bras armés d'autres intérêts. Donc je rappelle comment Idriss Aberkan avait identifié que l'Institut pour le dialogue stratégique, fondé par George Soros et Bill Gates, avait reçu la mission de s'attaquer à Didier Raoult et à l'IHU Méditerranée Infection dès lors qu'il défendait la piste des traitements précoces et de mener des campagnes de harcèlement incessant à son endroit. Conspiracy Watch fait partie de ce genre de création, avec toujours la même obsession, nier la réalité des problèmes et des crimes. Par exemple, en 2012 déjà, Conspiracy Watch niait l'hypothèse de l'existence d'un réseau pédophile
en Belgique. Il protège énormément la pédophilie, en plus des magouilles de l'industrie pharmaceutique et d'autres industries. Et en ce qui concerne le SARS-CoV-2, je rappelle cette sortie historique de Rudi Reichstadt, parlant de la thèse pourtant catégoriquement écartée par la communauté scientifique, selon laquelle le coronavirus aurait été fabriqué en laboratoire, ce que le professeur Luc Montagnier avait évoqué très tôt. Et donc vous voyez, Rudi Reichstadt avait démenti ça de toute la hauteur de sa science et de son autorité. Manque de bol, le SARS-CoV-2 a bel et bien été fabriqué en laboratoire. Et puis toujours dans ce genre d'action détestable, Conspiracy Watch nie la réalité de ce qui se trame autour de l'affaire Epstein et parle d'intimidation complotiste, de thèse du complot. Voilà. Sachant qu'il est financé par la Fondation pour la mémoire de la Shoah présidée par David de Rothschild, quel lien entre la mémoire des déportés et des résistants qui se sont battus pour eux et le travail que fait M. Rudi Reichstadt, personne ne le comprend, mais en tout cas, c'est une bien lamentable manière d'honorer la mémoire de gens qui méritaient mieux que cela. On retrouve évidemment toutes les entités et les entreprises du Big Tech et du Big Data, Google, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, en nous souvenant au passage que c'est la CIA qui a été à l'origine de Google, que Google est aujourd'hui le fer de lance de l'identité numérique, du système de contrôle numérique et du crédit social en Occident. Donc un conseil d'amis, désengagez-vous le plus possible de la galaxie Google. Google truque systématiquement les algorithmes de son moteur de recherche pour que vous tombiez sur des sites et des références qui vont dans le sens des intérêts qu'ils défendent, mais pas celui de la vérité et de la transparence quant au sujet questionné. On sait également que la CIA est derrière Wikipédia. Alors sur des sujets comme les mœurs amoureuses des vers de terre, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Dès qu'on arrive dans des questions un peu sensibles ou des profils de personnalité comme tous les résistants héroïques qui se battent depuis 3 ans, vous pouvez être sûr que les notices biographiques, qui sont systématiquement dénigrantes de manière extrêmement scandaleuse, sont faites pour veiller à ce que le plus de gens possible se méfient de ces gens qui osent dire des choses que la CIA n'a pas envie que vous sachiez. YouTube, évidemment, énorme problème, par exemple, avait considéré comme anti-vax et donc à censurer toutes les informations qui disaient que l'injection génique expérimentale ne réduisait pas la transmission d'un certain virus. C'est quelque chose qui est évident, qui était déjà évident à l'époque, qui a été confirmé depuis, mais vous n'avez pas le droit de dire sur YouTube. Peut-être mieux éviter les endroits comme YouTube. On sait, c'est attesté, que toute la censure qui sévit sur les canaux comme ces réseaux sociaux est financée par d'autres intérêts. On a vu comment Pfizer avait participé à la soi-disant modération des contenus sur Facebook. Mais il y a également les organisations de George Soros qui sont extrêmement actives, ce grand philanthrope. Chez Twitter, ça se passait comme ça, c'est grâce au rachat par Elon Musk qu'on a pu découvrir le poteau rose. Il y avait une liste de 1000 mots qui, s'ils apparaissaient dans les posts d'une personne, conduisaient à ce que ces posts soient ralentis, ça s'appelle shadow banning, c'est-à-dire qu'ils circulent moins librement, voire supprimés. Donc voilà, il y a des mots que vous n'avez pas le droit d'utiliser, ce ne sont pas des gros mots, ce ne sont pas des mots qui tombent sous le coup du droit pénal, comme des mots racistes, homophobes, antisémites. Non, non, c'est des mots tout à fait naturels, mais que les pouvoirs concernés ne veulent pas qu'on utilise parce que cela risquerait de faire apparaître des vérités indésirables. Alors voilà, il y a toute une révélation qui a été faite de la collusion entre la Maison-Blanche, les services de l'État profond, le FBI et la CIA, et les réseaux du numérique. Et donc, il y a bien une conspiration illégale d'acteurs pour entraver la liberté d'expression et la compréhension que la population a de certaines thématiques. Alors Snowden avait diffusé toutes sortes d'informations. Edward Snowden, réfugié actuellement en Russie, qui travaillait pour la CIA et la NSA, qui a levé le voile sur l'immensité de cette conspiration qui était déjà en cours. Et il a notamment fait circuler une vidéo de 1983,
et ça date, où un officier de la CIA expliquait son travail de désinformateur au sein des rédactions d'un certain nombre de titres de presse. Donc il faut savoir que tout ce que vous lisez dans la presse, si c'est autre chose que la rubrique culturelle locale et la doyenne du village qui a été fêtée par le maire, est orienté en fonction de ce que les intérêts en question veulent que vous croyiez, sans aucune loyauté avec la vérité. On retrouve évidemment des fondations. On sait comment Gates a accordé 390 millions de dollars aux différents titres de presse, dont Le Monde en France. Les fondations Soros ont des liens avec 253 médias. Et puis évidemment que ces médias présentent les personnalités en question et leurs actions d'une manière qui est orientée et qui, là encore, s'interdit toute critique, même légitime ou judicieuse, du fait des financements reçus. On appelle ça de la prostitution en français. À l'époque, ça date un peu, mais Udo Ulfkotte, qui avait travaillé dans plusieurs grands médias allemands, avait révélé comment les journalistes sont achetés et comment l'entier des rédactions aujourd'hui en Occident reçoivent des productions textuelles de l'OTAN et de la CIA, et avec un processus par lequel des journalistes en vue éminents, qui ont l'habitude de signer des éditoriaux respectés, ne font que signer l'article comme s'ils l'avaient écrit eux-mêmes. Et William Colby, vous voyez ça aussi, ça nous remonte il y a longtemps en arrière, avait déjà dit dans les années 70, la CIA possède tous les médias d'importance, c'est tout aussi vrai aujourd'hui. Alors un exemple, Roman Dumas, sous serment devant la justice, avait fait part de cette confidence de François Mitterrand, disant « Edoui Plenel est un agent de la CIA ». Je ne sais pas ce qu'il en est, enfin, si l'ancien président de la République et son ministre des Affaires étrangères échangent cette information et que l'ancien ministre des Affaires étrangères en témoigne sous serment devant la justice, peut-être y a-t-il une oreille à ouvrir. Pierre Kory, lui, relève qu'aujourd'hui, la censure des médias s'applique, se dirige vers toutes les questions et les sujets de société importants, et c'est systématiquement comme ça. Donc il y a un principe très simple, ne lisez pas la presse pour savoir ce qu'il se passe dans le monde. La seule utilité de la presse, c'est de découvrir ce que les pouvoirs en question veulent que vous pensiez quant à ce qu'il se passe dans le monde. Heureusement, une victoire importante de Robert Kennedy Jr., qui a porté plainte contre des groupes de médias pour la collusion que nous venons d'évoquer, et qui a pu joindre sa plainte à celle déposée par les États du Missouri et de la Louisiane contre la Maison-Blanche, à laquelle se sont ralliés des épidémiologistes comme Bhattacharya et Kulldorff pour dénoncer ce système qui viole les droits constitutionnels et fondamentaux et truque complètement la loyauté de l'information et du débat public d'une manière qui porte atteinte à la démocratie. Je terminerai avec une situation de Michael Schellenberg, qui est un des auteurs qui s'intéresse à ce complexe industriel de la censure, pose la question de manière très directe. Imaginez que vous viviez dans une société où vous pourriez être emprisonné pour ce que vous dites, ou simplement ce que vous croyez. C'est ce vers quoi l'Occident semble se diriger. Qu'êtes-vous prêt, que sommes-nous prêts à faire pour empêcher cette terrifiante possibilité de devenir réalité? Et moi, j'ajoute la question, rappelez-moi quelle est la définition du totalitarisme. C'est ça, désormais, le danger pour l'Occident, bien plus redoutable qu'un virus ou qu'un réchauffement climatique qui est constaté sur 150 ans, mais d'une manière qui n'est pas foncièrement anormale par rapport au cycle naturel. Par contre, la manière dont le totalitarisme est en train de s'abattre sur nos sociétés, de coloniser les esprits et de prendre en otage, de rendre captifs tous les systèmes démocratiques et d'état de droit, ça, oui, c'est extrêmement préoccupant et nous continuerons à explorer les différentes facettes de cette réalité au cours des jours qui viennent.